Chaque soir dans Smart Bourse, 3 experts sont avec nous en plateau. On est ravis de recevoir Vincent Chéniaud. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche chez Generali Investment. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Nathalie Benatia. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Vous êtes macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. C'est bien ça. Et on a besoin de vos lumières justement sur la Banque centrale ou les banques centrales en particulier. Enfin, Xavier Deburen, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Vous êtes directeur des investissements chez OTA Capital. Voilà, on a des grands noms, General Investment, BNP Paribas qu'on ne présente plus. OTA Capital, on peut en dire un mot? Oui, bien sûr, c'est la société de gestion qui appartient au groupe Lynxea, qui est le courtier leader de l'assurance vie en ligne, Oui. Et qui, ma foi, connaît une croissance très forte. Et donc, depuis 2 ans, OTA Capital a intégré ce courtier afin d'apporter des solutions d'investissement et d'allocation. D'accord, ouais, voilà, dans ce mouvement de consolidation permanent, c'est vrai que ça remue beaucoup de côté des sociétés de gestion. Nathalie, on démarre avec vous, Nathalie Benatia, avec cette déception sur l'emploi aux États-Unis. Alors c'est un chiffre qu'on a attendu toute cette semaine, évidemment parce que il se conjugue avec les attentes aussi du côté de la Fed. Comment vous lisez cette statistique? Seulement 22 000 nouveaux emplois, c'est vrai qu'on en attendait 75 000. Est-ce que ça veut dire que l'économie américaine ralentit plus fort que prévu? Alors, on a beaucoup attendu ce chiffre parce que le chiffre publié début août, le chiffre équivalent, avait beaucoup surpris et commencé à secouer les marchés financiers puisqu'il y avait eu un chiffre décevant et puis surtout d'énormes révisions sur les 2 mois précédents. Ce qui n'avait pas plu au président, d'ailleurs. Ce qui n'avait pas plu au président, et d'ailleurs avait conduit le président à limoger la responsable du reflet bord statistique qui publie cette donnée, ainsi que les chiffres sur l'inflation d'ailleurs. Donc, grosse attention tout début août sur ce rapport, et puis le temps passe, un nouveau rapport arrive, les chiffres sont décevants, mais j'allais dire décevant d'une façon plus habituelle, les révisions ayant été relativement modérées, mais malgré tout, dans ces révisions, on s'est aperçu que le chiffre de juin, c'était désormais des destructions nettes d'emplois. Donc oui, on a l'impression que cette statistique s'inscrit finalement dans la tendance d'un marché de l'emploi qui ralentit, oui, après avoir résisté, au moins en façade, pendant longtemps, pendant plus longtemps que ce qui était... Résister par rapport à quoi? Justement par rapport à l'offensive Trump sur les tarifs? Exactement. D'une manière générale, pas seulement l'emploi, les données américaines, la croissance aux États-Unis, tout au long du premier semestre, s'est révélée meilleure qu'attendue. Alors, c'est peut-être parce que les économistes sont très mauvais, ça peut arriver. C'est peut-être aussi parce qu'il y a des phénomènes différents qui sont entrés en ligne de compte. Alors il y a un phénomène bien identifié, c'est le fait qu'aux États-Unis, les entreprises ayant besoin d'importer ont anticipé leurs importations. Donc elles ont surstocké. Et finalement, le phénomène s'est inversé au deuxième trimestre, mais ça nous laisse avec une croissance relativement solide. Là aussi, non pas en façade, mais à comparer avec les chiffres, la croissance de 2024. On était encore sur l'exceptionnalisme américain de la croissance en 2024. Là, après ce premier semestre et un troisième trimestre qui devrait être encore assez solide, ça nous donnerait ce qu'on appelle un acquis de croissance de l'ordre de 1,7-1,8%. Donc ça reste de la croissance, c'est important, mais c'est moins de croissance, une croissance moins rapide que l'année dernière. Oui. Donc, finalement, ce qui perturbe beaucoup les économistes, les marchés, peut-être le président Trump, c'est qu'on a eu ces attentes de données déprimées qui ne sont pas arrivées au premier semestre. Et là, on risque d'avoir une sorte de goulet d'effondrement des mauvaises nouvelles. Très bien. Vincent Chéniaud, on dit en général que l'équilibre sur l'emploi américain, pour que ça marche bien, il faut à peu près qu'il y ait 80-100 000 créations d'emplois par mois. Là, 22 000, c'est très en deçà de cette jauge. Quel est votre regard? Est-ce que c'est aussi inquiétant ou c'est un rajustement, comme disait Nathalie un instant, assez normal après peut-être des mauvaises nouvelles qui auraient dû tomber plus tôt? Oui, alors d'abord, il y a quand même quelques doutes sur ces chiffres parce qu'on sait que la qualité des créations d'emplois de ces statistiques a tendance à se dégrader, tout simplement parce que les enquêtes qui sont envoyées aux entreprises ont un taux de réponse très bas. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des révisions significatives, puisque progressivement, elles sont obligées de répondre et l'échantillon augmente. Donc, attention. Ceci dit, on a un faisceau d'indicateurs qui suggèrent qu'effectivement, le marché de l'emploi ralentit très nettement.
si on regarde les enquêtes auprès du consommateur, ils nous disent que il est moins facile de trouver un emploi. Les enquêtes auprès des entreprises nous disent que les intentions d'embauche ont tendance à se dégrader. Les composantes emploi aussi, les enquêtes ISM sont assez faibles. Donc, manifestement, l'emploi est en train de ralentir. Et effectivement, le marché du travail, je pense, subit un double choc, un choc d'offres et un choc de demande. Le choc d'offres émane essentiellement de la baisse de l'immigration, donc moins de travailleurs disponibles. Et le choc de demande, c'est effectivement des entreprises qui deviennent un peu plus prudentes. Ce qui est assez surprenant, c'est que effectivement, l'économie a bien résisté, alors que l'emploi a tendance à ralentir. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça nous dit que les prochains chiffres de productivité vont être très bons? Est-ce que déjà on a les premiers effets de l'intelligence artificielle? Ou est-ce qu'au contraire, il faut s'inquiéter, puisque finalement, l'emploi a des répercussions sur le futur de la demande, et notamment sur le consommateur. C'est ce que le Beige Book de la Fed nous disait cette semaine, que le consommateur a un petit coup de mou aux États-Unis. Et donc, effectivement, si l'emploi continue à décevoir, probablement la consommation également va décevoir. Ouais, et puis il y aura peut-être des inquiétudes autoréalisatrices sur l'emploi, des gens qui ne vont pas trouver, qui vont réduire un petit peu leur train de vie. Voilà, donc notre scénario demeure celui d'un atterrissage de l'économie américaine, un ralentissement, mais pas un atterrissage forcé, brutal, pas de récession. Est-ce que c'est pas paradoxal vous parliez tout à l'heure de méthodologie, là, on n'arrive pas à avoir les bonnes stats, en tout cas c'est moins qualitatif qu'avant, c'est surprenant alors qu'on n'a jamais eu autant de données, on se dit maintenant ça pourrait être instantané, on pourrait aller chercher des choses ailleurs, justement peut-être avec l'intelligence artificielle, et on voit qu'on a toujours ce goulot d'étranglement avec ces révisions étonnantes, ce qui a donné lieu à l'ire de M. Trump, là, qui a viré le patron du département de recherche. Non, c'est assez paradoxal, mais dans ce cas-là, il semble qu'effectivement, et ça ne concerne pas seulement les statistiques de l'emploi, le taux de réponse des entreprises aux enquêtes a fortement chuté. Donc, effectivement, si les acteurs économiques ne fournissent pas les indications requises, on a des estimations qui sont plus incertaines. Très bien. Xavier Duburen, justement, votre regard là-dessus, sur ces chiffres de l'emploi attendus vraiment par tous les investisseurs pour appuyer sur le bouton. Alors, on a vu des premières réactions plutôt à la hausse, et puis ça c'est un petit peu mitigé en fin de séance. Moi, je me tournerais plutôt du côté microéconomique avec les dernières publications de résultats des entreprises américaines, qui ont été vraiment, ça a été une bonne saison de publication de résultats, puisque 85% des entreprises américaines ont publié au-dessus des attentes. Ce qui est intéressant, c'est finalement le discours des managements à la suite de ces publications de résultats, et qui sont pour la plupart se sont engagés, en tout cas ont confirmé leurs objectifs annuels, voire pour certains les ont révisés. C'est donc finalement la visibilité des entreprises américaines est toujours là, est bonne, et il y a vraiment très peu de chefs d'entreprise qui m'ont mis en avant des risques sur l'emploi, etc., etc. Donc, d'un point de vue macro, et d'ailleurs ça s'est vu, si on prend les bénéfices par action, les entreprises américaines finalement ont vu des croissances de bénéfices par action de 11% sur le deuxième trimestre, alors que le consensus en attendait plutôt 5%. Donc c'était pareil. C'était exactement la même tendance qu'au premier trimestre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises américaines surdélivrent par rapport aux attentes des analystes et continuent d'avoir une amélioration de leur rentabilité, des marges qui continuent de tenir. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas encore vu l'impact, ou il n'y en aura peut-être pas, des tarifs, de cette guerre tarifaire qu'on vient de subir? Alors, il y avait pas mal de prudence du côté du consensus et des analystes, qui fait que les attentes étaient peut-être un peu basses. Mais en tout cas, encore une fois, ce qui est important, c'est le discours. Ce qui est fait, maintenant, c'est derrière nous. Mais dans le discours, finalement, l'impact de ces droits de douane est finalement assez limité quand on entend, encore une fois, les managements. Ça a été plutôt un effet one-off, un super impôt qui est arrivé, et les entreprises se sont adaptées. Et la meilleure façon de voir ça, c'est que
on n'a pas de nette dégradation des niveaux de rentabilité des entreprises américaines à la suite de ces droits de douane. Ouais, on va surveiller bien sûr le troisième trimestre, mais pour l'instant, c'est vrai que le clignotant plutôt ouvert du côté de la micro. Nathalie Benatia, on regarde du côté de la Fed. Alors désormais, on se dit c'est sûr, on est déjà à 97 avant-hier, 99%. Aujourd'hui, je pense qu'on est très très proche des 100% du côté des futurs pour imaginer cette baisse des taux qui interviendrait 16 et 17 septembre. Jay Powell, il est prêt maintenant à appuyer sur le bouton. Alors il a l'air prêt, il a l'air prêt depuis Jackson Hole, depuis le 22 août, alors que à la toute fin juillet, lors de la dernière réunion, il avait l'air beaucoup plus hésitant. Il restait dans cette position d'attente et il en est manifestement sorti à l'occasion de son discours, puisque finalement, dans ce discours, il a évoqué le marché de l'emploi et pour dire... fin juillet, il parlait d'un marché de l'emploi équilibré parce que le taux de chômage était stable entre 4 et 4,2% depuis un an. Là, le taux de chômage a monté à 4,3%. Alors, ce n'est pas énorme. Ça n'a pas déclenché la fameuse règle de SAM qui prétend détecter les récessions avec des variations du taux de chômage. Mais néanmoins, ce qu'a dit Jérôme Powell, c'est deux choses. D'abord, on l'évoquait avec le niveau de création d'emplois réputé comme étant bon pour l'économie américaine. Il a parlé effectivement de la baisse de l'offre et de la demande d'emploi. Et ça ouvre une question à laquelle, pour le moment, honnêtement, on n'est pas outillé pour répondre. C'est quid des conséquences de la politique migratoire de Trump sur justement ce niveau d'équilibre des créations d'emplois pour l'économie américaine. Donc ça, c'est une première question. Ça doit être particulièrement compliqué à évaluer. C'est très très compliqué. Non, mais je pense qu'on parce qu'on sait qu'il y a vraiment un effet, notamment tout ce qui est frontière, Mexique, etc. Des gens qui ont disparu, mais physiquement disparu, qui sont partis. Les entrées sont, des gens sont partis, et puis surtout les entrées se sont. Et pourtant, ce sont aussi ce qu'on pourrait appeler des mini-jobs qui sont pourvus. Donc ça risque de manquer à un moment donné. Ça manquera vraisemblablement, et ça pourrait avoir des conséquences sur l'inflation. Mais encore une fois, pour le moment, on est vraiment, au niveau macroéconomique, on est vraiment démunis. Et ensuite, ce qu'a également dit Powell, et ça, si ça reflète vraiment un changement d'opinion, non seulement la sienne, mais au sein du Conseil, ça peut être inquiétant pour la croissance américaine, c'est qu'il a dit, on est dans cette situation sur l'emploi, et les risques peuvent faire qu'on ait tout d'un coup une accélération des licenciements, tout d'un coup une augmentation du taux de chômage. Donc ça, encore une fois, finalement, les chiffres d'emploi, on a coutume de dire que c'est retardé de l'économie, ce qui est plus ou moins vrai. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent, c'est un marché qui fonctionne par rupture. Et pour le moment, les chiffres d'aujourd'hui ne sont pas une rupture. Mais alors justement, je parlais tout à l'heure de Main Street et Wall Street, donc ce qui est bon pour les travailleurs n'est pas forcément bon pour les investisseurs. Et inversement, on se dit que si on avait justement tout à coup un marché de l'emploi qui se dégradait brutalement, peut-être les investisseurs diraient Jérôme Powell, il va être obligé de couper encore plus dans les taux. Alors vraisemblablement, c'est ce scénario qui serait joué. Mais alors, si on parle de Wall Street au sens marché des actions, quand même un moment où pour faire des bénéfices, il faut quand même qu'il y ait de l'activité. Donc là aussi, on est sur des situations. Le réflexe bad news is good news, ça ne tient en général pas très longtemps. Ouais. Vincent Chéniaud, justement, alors statistiquement, on voit quand même que dès qu'il y a des baisses des taux, je crois qu'il y a des statistiques qui sont sorties récemment, dans les 6 à 12 à 18 mois, on voit quand même une amélioration du côté des marchés actions. Est-ce que là aussi, c'est votre scénario? Jusqu'où il pourrait aller, Jérôme Powell? On sait qu'en plus, Trump a envie un peu de lui tordre le bras et prépare un nouveau conseil des gouverneurs de la Fed. Oui, alors la Fed est dans une situation compliquée, difficile, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'elle fait face à une situation où l'inflation va monter à cause des droits de douane et la croissance est en train de ralentir. Elle a cette double mission, emploi, inflation. Et donc, quelle est sa fonction de réaction? On a vu cet été un phénomène assez inhabituel. Les anticipations d'inflation telles qu'elles sont pricées dans le marché ont fortement monté. Le 1 an dans un an, par exemple, est environ à 2,6%. Il a pas mal monté. Par contre, les taux forward nominaux ont baissé. Et le marché anticipe désormais que la Fed, dans ce cycle, va baisser d'encore au moins 150 points de base, donc sous les 3%, on part de 4,5%, donc une baisse de taux quand même assez considérable. Donc le marché est en train d'anticiper, il semble que... 4 à 5 baisses de taux à 25 points de base.
Oui, même 6. 150 points de base, plus de 150 points de base, alors que l'inflation monte. Donc le marché est en train de s'anticiper que le ralentissement de l'emploi sera tel que la Fed va agir avec vigueur. Ça, c'est la première difficulté, c'est ce contraste entre emploi et inflation. La deuxième, c'est qu'effectivement, il y a une pression politique, comme vous l'avez dit, qui est très forte, avec le président Trump qui se plaint beaucoup de Jay Powell, mais également qui place ses pions. Et effectivement, ça pourrait être très important, puisque si ces soutiens ont la majorité au sein du board en début d'année prochaine, ça pourrait influer sur la confirmation des présidents de Fed régionales, dont certains d'entre eux votent au FOMC. Donc, effectivement, il y a une pression politique très forte et potentiellement une perte de crédibilité de la Fed. Ce qui explique très clairement, ce qui contribue en tout cas très clairement à la pontification de la courbe des taux qu'on a vue cet été. On fait moins confiance à la signature des États-Unis et une Fed qui serait moins indépendante, qui serait plus indépendante. Un peu moins indépendante, c'est ce qu'on appelle la dominance fiscale ou budgétaire. C'est une situation dans laquelle la politique monétaire devient influencée par la politique budgétaire. Ça clairement soutient la pontification de la courbe des taux. C'est pas forcément très bon pour le dollar. Ouais. Mais en tout cas, oui, il semble que la Fed va agir avec des baisses successives de taux. C'est quoi son plan à Trump dans cette histoire? C'est de faire, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il veut faire quand il dit faire baisser le billet vert. On sait que là, il y a des problèmes de dette, un petit peu comme partout, mais est-ce qu'il y a un plan derrière tout ça? C'est d'abord, je pense, faire baisser les taux. C'est bon notamment pour le marché immobilier, c'est bon pour tout ce qui est M&A, qui a été un peu faible sur le premier semestre, donc sur le monde des fusions-acquisitions, sur le monde des affaires en général. Après, on a entendu quand même le Trésor américain, donc le ministre des Finances, parlait beaucoup des taux longs. Et en l'occurrence, le président Trump met la pression sur la Fed pour baisser les taux courts, mais la baisse des taux courts ne va pas nécessairement impliquer une baisse des taux longs. Et c'est plutôt cet effet ciseau qu'on a vu ces derniers mois avec les taux courts qui baissaient, mais les taux longs qui bougeaient assez peu, même si récemment ils ont quand même baissé. Donc c'est un jeu un peu dangereux. Certes, la baisse du dollar peut favoriser la compétitivité américaine, les exportations américaines. Certes, la baisse des taux courts peut soutenir l'économie, mais c'est un jeu un peu dangereux. Ouais. Xavier de Buren, chez OTO Capital, comment ça on voit cette situation-là avec ce monsieur Trump qui s'est beaucoup agité pendant ces 6-8 premiers mois. On a l'impression qu'il a déjà depuis très très longtemps. Et finalement, il a fait beaucoup de choses. Pour l'instant, c'est assez bien rempli comme mission. Voilà, des tarifs, on espérait 10%, il a fait passer 15% avec l'Europe. On a dit OK. Sur le billet vert, il dit qu'il fallait que ça baisse. C'est en train de baisser. Et puis la Fed, on a l'impression que il vitupère contre monsieur Jérôme Powell, qui de toute façon partira fin mai. Et il est en train de remplacer. Donc finalement, on a l'impression qu'il il avance ses pions et pas à pas. Et ça fonctionne bien. Il tient effectivement son programme. On peut rajouter, on en a parlé, c'est la baisse de l'immigration aussi, qui est vraiment, dans les faits, il est arrivé à ce qu'il cherchait. Il y a également la baisse du prix de l'énergie, qui était quelque chose qu'il avait mis en avant. Donc ça, c'est encore une case qui est cochée par Trump. Et enfin, il y a la réforme fiscale qui était une partie importante de son programme, qui a également été votée. Donc c'est vrai qu'en l'espace d'un gros semestre, Donald Trump a finalement mis en place les gros plans de sa campagne. Et on le voit d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, on a des marchés américains alors soutenus par la baisse du dollar. C'est vrai que les résultats des entreprises américaines, même si elles sont moins exportatrices que peuvent l'être les entreprises européennes, par exemple, étaient plutôt bons. Et on a aujourd'hui des indices actions américains qui sont sur leur plus haut niveau historique. Donc la valorisation aujourd'hui est assez chère aux États-Unis, mais elle s'accompagne quand même, on en a parlé, d'une dynamique de révision des bénéfices par action qui soutient les valorisations. Donc on a des entreprises de très très bonne qualité, des résultats
qui sont là. Et donc, aujourd'hui, ça justifie, en tout cas le marché dit ça, que ça justifie ces niveaux de valorisation. Quand on regarde, on a aujourd'hui finalement une prime d'incertitude aux États-Unis qui est à zéro. Donc le moindre grain de sable pourrait avoir des conséquences de baisse finalement assez importantes sur le marché américain. À l'inverse, en Europe, on a aussi un rattrapage qui a été assez massif, puisque depuis les points bas de septembre 2022, l'Eurostoxx 50 a repris 70%. On est sur ces points hauts historiques. Mais ça s'est fait sans croissance économique en Europe, sans croissance des bénéfices par action. Et donc, c'est simplement finalement une hausse des multiples du marché européen. C'est quoi, ce sont les flux qui sont revenus sur le marché ? Oui, il y a les flux et puis la valorisation intrinsèque était. Il y avait vraiment trop de disparités par rapport au marché américain, donc il y a un peu un retour à la moyenne. Après, on sait que ça peut durer longtemps, notamment entre small cap et grande capitalisation. Il a fallu attendre un petit peu cette année après 6 ou 7 ans d'attente pour que ça se comble. Et c'est pas terminé. Prime d'incertitude donc faible aux États-Unis, mais forte en Europe et notamment en France. Nathalie Benatia, on est obligé de reparler un petit peu de la situation en France avec ce spread. En tout cas, on s'inquiète en France de savoir ce qui va se passer à partir du 8 septembre et au-delà. En tout cas, on a une semaine sous haute tension qui va s'ouvrir la semaine prochaine, des grèves annoncées. C'est vrai qu'on est investisseur international a fortiori et on sait qu'en plus la France a besoin de quelques 300 milliards dès l'an prochain, avec une dette dépassant les 3 350 milliards, on est en droit de se demander si la signature France est toujours valable. Alors on a vu dans l'adjudication hier que ça s'était plutôt pas mal passé. Pour autant, quels sont les scénarios qu'on envisage là à partir de la semaine prochaine pour notre dette et notre économie en général ? Alors honnêtement, l'histoire de l'écart de taux OAT-Bund, enfin France-Allemagne, c'est une histoire qui s'est écrite lorsque le président de la République a annoncé la dissolution. Le taux, le spread, enfin l'écart de taux a beaucoup monté, pour atteindre 80 points, puis il a évolué gentiment, j'allais le dire, et c'est à l'annonce de ce nouveau vote de confiance qu'il a retrouvé les 80 points. Donc on a l'impression que du point de vue des marchés et des investisseurs, ils n'attendent à l'heure actuelle pas grand-chose de la signature France, mais pas non plus de catastrophe. On s'est habitué à ce nouveau normal, si j'ose dire, qui serait de 80 points. La semaine prochaine, on a le vote de confiance lundi, et on aura le verdict de l'agence de notation Fitch sur la dette française. Alors, il n'y aura vraisemblablement pas de dégradation parce que les agences de notation n'ont pas d'intérêt à mettre de l'huile sur le feu et puis parce que ça fait finalement quelques mois seulement que la note française a été mise sous perspective négative par Fitch. Mais j'allais dire, même s'il y avait cette dégradation, le niveau de 80 points de base correspondrait déjà à une note un peu plus basse. Est-ce que c'est parce que, Nathalie, les investisseurs ne voient pas finalement l'Europe comme un grand ensemble avec une BCE au-dessus qui finalement pourrait être prêteur en dernier ressort ou déployer des mesures non conventionnelles? Alors, si j'étais Christine Lagarde, je vous dirais que la Banque Centrale Européenne est indépendante et mène sa politique monétaire dans le respect de son objectif d'inflation. Mais il est vrai que derrière la tête de tout le monde, et sans doute aussi de Christine Lagarde, il y a la possibilité éventuellement d'intervenir. Là aussi, le simple fait qu'il y ait cette possibilité d'intervenir, on sait que la BCE a inventé des outils dont elle ne s'est jamais servie, mais leur annonce a suffi. Mais ça prouve l'importance de l'indépendance des banques centrales. Et pour le moment, les investisseurs sont en effet convaincus, et à juste titre, que la Banque Centrale Européenne est indépendante. Et la vraie question, ça nous ramène aux États-Unis, je ne veux pas pirater le débat, mais si les investisseurs sont convaincus que la Réserve fédérale n'a plus cette indépendance, là, tous les scénarios qu'on a décrits, notamment sur les taux longs, pourraient évoluer très très rapidement. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas un discours qu'on a entendu de la part des dirigeants européens, allemands ou français, de mettre la main en tout cas sur la BCE. Donc pas de panique sur notre dette ou sur les façons de se refinancer. Je vois que vous hochez la tête d'un air pas convaincu, Vincent Chéniaud. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on attend de cette prochaine semaine? On risque d'avoir un spread qui continue à augmenter, si vraiment, avec certaines images peut-être un peu difficiles. Alors, je partage l'idée que l'écartement du spread s'est fait
s'est fait sur la dissolution et le résultat des élections qui ont conduit à une situation de blocage très préjudiciable. Ça, c'est vrai. Un bémol, toutefois, c'est que quand on compare le spread France-Allemagne aujourd'hui, c'est pas la même Allemagne. Entre les deux, on a eu le bazooka allemand, donc ce programme de dépenses et de hausse des déficits en Allemagne. Et ça aurait dû réduire ce spread entre la France et l'Allemagne, et ce n'est pas le cas, on reste sur le même niveau. Par contre, si on regarde contre l'Italie, on a continué de converger vers l'Italie. Aujourd'hui, on a un 10 ans français qui reste en dessous, en dessous du taux italien, mais de moins de 10 points de base. Je rappelle quand même que la France est notée AA-, l'Italie est dans la catégorie triple B, et donc on a au moins 4 notes, 4 ratings d'écart, et malgré ça, on traite quasiment au même niveau. Donc je dirais qu'il y a une trajectoire qui est différente aussi au niveau des efforts budgétaires. Absolument, qui pourrait être saluée par une amélioration de leurs notes. Alors que la France, effectivement, est toujours sur la menace d'une dégradation de la note. Ce qui est rassurant dans tout ça, c'est quand même que voilà, la France traitant proche de l'Italie, il y a déjà beaucoup de mauvaises nouvelles d'intégrer dans les cours aujourd'hui. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que, pour revenir encore à nos amis italiens, et je suis assez bien placé pour en parler, chez Generali, il y a cette culture, cette compréhension d'une situation dans laquelle on est proche du précipice et il faut agir, notamment au niveau budgétaire. Je ne suis pas sûr qu'on en soit dans cette position en France. C'est-à-dire que les politiques, la population n'a pas forcément bien intégré le sérieux de la situation. Et peut-être qu'il faudra davantage de pression du marché, des investisseurs, les fameux bonds vigilantes qui sont là en train de mettre la pression sur les gouvernements pour que ça bouge. Et je trouve ça assez compliqué. Enfin, j'entends et on entend souvent, tiens, c'est les marchés finalement qui vont nous réveiller parce qu'on n'est pas capable de faire les efforts suffisants. Sauf que quand on a vu que finalement on pouvait débloquer la caisse, même quand il n'y a plus d'argent, avec un quoi qu'il en coûte, avec à chaque fois des mesures exceptionnelles, on se dit que finalement ça continuera comme ça et on trouvera demain les moyens de se refinancer. Oui, à ceci près que la situation quand même n'était pas la même. Dans des crises passées, la BCE a lancé des programmes d'assouplissement quantitatif, mais l'inflation était beaucoup plus basse. Donc, là, ça coûte cher, la dette. De façon inacceptable. Aujourd'hui, pour la BCE, oui, absolument, c'est le premier poste. Et là, pour la BCE, avec une inflation qui est à 2,3%, il est quand même difficile de se lancer dans les mêmes opérations. Alors, c'est vrai que la BCE a beaucoup développé sa boîte à outils et qu'il y a des possibilités d'intervention. Mais pour qu'il y ait intervention, il faudra que la France accepte de se lancer dans des vrais programmes de consolidation budgétaire, notamment. Et ça, c'est pas évident, puisque la politique politicienne bat en brèche tous ces efforts bien souvent. Xavier de Buren, sur cette semaine qui s'ouvre à Auris la semaine prochaine, votre regard? Il va falloir se montrer prudent. D'ailleurs, le marché sur les actifs français, sur les actions françaises, a déjà anticipé un peu ce risque-là, puisqu'on a vu les banques françaises, on a vu leur cours pas mal baisser depuis la dernière annonce du Premier ministre. On a vu également toutes les actions, les actifs à duration longue qui ont subi cette hausse des taux que l'on a sur le marché français. Donc il y a pas mal de prudence forcément sur les actions françaises. On a vu l'immobilier, les banques ça tanguait de ce côté-là notamment. Exactement. Et puis toutes les valeurs liées aussi à la construction, etc. Ça, il y a eu pas mal de prises de profit, en tout cas, qui ont été pris par les investisseurs. Donc pas mal de prudence. Je pense que le marché va rester assez volatile et assez prudent pendant la semaine et les jours qui vont suivre. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre de toute façon dans une bonne allocation, c'est d'être diversifié et donc de réduire son exposition au marché français. Ça a du sens. Il y a d'autres opportunités à aller chercher en Europe. On a évoqué l'Italie, on peut parler aussi de l'Espagne, du grand plan de relance en Allemagne qui là donne quand même plus de visibilité aujourd'hui.
Ouais, justement, avant de parler allocation, tiens, un petit mot sur ce package XXL qui a été, qui est en cours peut-être de vote pour Elon Musk. On parle de carrément 1000 milliards de rémunération. Alors, ça serait sur 10 ans avec des atteintes, hein, d'objectifs extrêmement ambitieux en matière de résultats opérationnels. Il faudrait tout simplement que Tesla atteigne la capitalisation de 8000 milliards. Ça en fait 1000 environ aujourd'hui. 4000 milliards, c'est Nvidia, c'est la plus grosse capitalisation. Donc, il faudrait faire x8 avec des objectifs complètement fous, 50 milliards de dollars pour les EBITDA, 400 milliards de dollars ajustés au cours de 4 trimestres consécutifs, et puis ça correspond à 1 million de robotaxis livrés pour que Musk touche le jackpot. En tout cas, l'idée, c'est de garder son boss, son patron, au moins jusqu'en 2030. Réaction, peut-être, qui veut réagir à cette nouvelle. C'est assez étonnant. Là, on jongle vraiment avec... on était en millions, en milliards, et maintenant en milliers de milliards. Qu'est-ce que ça vous inspire, Vincent Chéniaud? Pas grand-chose. Les objectifs sont extrêmement ambitieux et donc c'est effectivement une façon de s'assurer que Elon Musk se concentre vraiment sur ses objectifs et ne s'éparpille pas. Donc voilà, les objectifs de résultats, de capitalisation sont absolument gigantesques. Donc si ça c'est réalisé, effectivement, l'entreprise sera en capacité de payer ces sommes phénoménales à son dirigeant. Ouais, on suivra ça, mais je trouve ça quand même amusant d'en parler. On fait un tour de table, chers amis, avec l'allocation d'actifs de la rentrée. On a parlé justement de ces risques sur les marchés obligataires. Tiens, on commence avec vous, Xavier Duburen, justement. Est-ce qu'on privilégie plutôt les actions, plutôt les obligations? Vous parliez à l'instant de diversification. C'est le maître mot pour la rentrée, une fois de plus? De toute façon, pour avoir un portefeuille équilibré, il faut qu'il soit diversifié, pour pouvoir profiter un peu de toutes les opportunités, pour pouvoir aussi réduire les risques spécifiques au sein de son portefeuille. Oui, en espérant qu'on n'ait pas d'annus sur Ebilis 2022 où tout baisse, les actions et les obligations en même temps. C'est vrai, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas, croisons les doigts. En tout cas, il y a toujours, sur la partie obligataire, il y a toujours des rendements qui sont attractifs aujourd'hui. Avec les taux qui remontent, ça peut peut-être encore ouvrir quelques fenêtres d'opportunité pour pouvoir revenir sur le marché obligataire. Donc, le portage reste favorable aujourd'hui, donc ça doit faire partie d'une allocation diversifiée. Sur la partie action également, on a parlé des différents marchés et de leur niveau de valorisation. Donc, les États-Unis, pour nous, restent une zone où on peut être privilégie les États-Unis. Investi. Et puis après, encore une fois, si on est d'un point de vue fondamental et microéconomique, la dynamique de bénéfices par action aux États-Unis est importante, est en croissance, et ce qui n'est pas le cas pour le marché européen. Et quand on sait que historiquement 80% de la performance des indications vient de la croissance des bénéfices par action, c'est plutôt là où il faut être. Maintenant, en Europe, en 2025, il y a quand même un certain nombre de points favorables au marché européen. Du point de vue de la consommation, on a la baisse de l'inflation. On a des gains de pouvoir d'achat qui sont là, on a des conditions de financement qui s'améliorent avec la baisse des taux de la BCE, et on l'a dit, on a un marché en termes de valorisation qui reste plutôt en ligne avec sa moyenne historique aujourd'hui, sachant qu'il y a une divergence quand même très importante au sein de l'Europe entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. On le voit d'ailleurs sur les performances des indices, notamment italiens, espagnols, qui ont des performances assez extraordinaires depuis le début de l'année. Ça s'explique également par leur dynamique de croissance qui tient avec les grands plans d'investissement d'infrastructures de l'Europe, qui visent notamment l'Espagne et l'Italie, et qui peut représenter quasiment 10% du PIB de ces deux zones. Donc là, on voit bien que la dynamique d'investissement de l'Europe sur ces pays-là fonctionne, et donc ça reste des zones intéressantes où investir. Nathalie Benatia, bonne question. Qu'est-ce qu'on fait comme allocation? Est-ce qu'on modifie cette allocation pour cette rentrée? Alors, on ne l'a pas véritablement modifié. On a toujours une légère surexposition sur les actions qui reste concentrée aux États-Unis et sur les valeurs technologiques, sans forcément apporter un soutien à M. Musk dans son prochain combat. Enfin, les valeurs technologiques américaines, effectivement, des valorisations qui nous paraissent justifiées par les perspectives bénéficiaires. Pas de bulle pour les 7 magnifiques qui continuent à
à investir massivement dans l'intelligence artificielle? Alors, le thème de l'intelligence artificielle est important. Pas de bulle, je ne vais me garder de répondre à cette question, mais au sein des 7 magnifiques, ce que font nos spécialistes Action, c'est finalement, ils se disent que ça va être le moment peut-être de différencier entre ces 7 magnifiques. Peut-être 8, hein, maintenant, avec Broadcom, qui, je crois, dépasse aussi allègrement maintenant les 1000 milliards. En tout cas, ils ont progressé 10% aujourd'hui, donc je pense que c'est fait. Voilà, mais on croit à la valeur technologique. Après, c'est de voir comment ce thème de l'intelligence artificielle va se diffuser, va évoluer. Surtout. On parlait du crédit à l'instant. Donc, vous dites qu'on privilégie la poche action, et notamment les États-Unis, la tech US. Est-ce qu'on va être opportuniste justement sur le crédit? Alors, pas forcément, là aussi, nos spécialistes, les spécialistes crédit, oui, sont confiants sur le crédit parce que les fondamentaux des entreprises sont bons. Dans un portefeuille diversifié, on vient de prendre une petite position, toujours dans une optique de recherche du rendement, sur du crédit à haut rendement, mais de court terme, à courte duration, pour finalement profiter de ce rendement, avec des fondamentaux qui sont bons pour les entreprises européennes. Sur la poche obligataire traditionnelle, c'est-à-dire les obligations gouvernementales, on a opté pour la neutralité avec des positions de courbe essentiellement. D'accord. Et une originalité de notre allocation, mais ce sont des positions qu'on a et sur lesquelles qu'on ajuste depuis pas mal de temps, plus d'un an maintenant, c'est l'or et les mines d'or. Alors pas forcément simplement on fait comme les banques centrales, on accumule. Voilà, pas forcément comme protecteur, mais parce que les banques centrales accumulent, les banques centrales des pays émergents, et ça nous paraît un soutien fondamental à l'or, en plus évidemment de toutes les incertitudes qui font qu'il y a toujours ce réflexe, qu'il peut y avoir ce réflexe des investisseurs. Chez General Investments, qu'est-ce qu'on fait pour cette rentrée, Vincent Chéniaud? Oui, on conserve une surpondération sur les actions, mais qui est assez prudente, notamment du fait des incertitudes sur l'économie américaine, suscitées notamment par ce ralentissement de l'emploi. Mais on a une modeste surallocation. Vous savez que de façon structurelle, et je l'ai souvent répété ici, on a une préférence pour le crédit par rapport aux obligations gouvernementales. Et même à ce niveau de spread très serré, cette préférence persiste, notamment pour le investment grade, donc pour le crédit relativement sûr. Sur le high yield, on est plutôt long également, mais préférence pour l'Europe par rapport aux États-Unis. Le marché du high yield américain est quand même menacé par ce ralentissement économique, alors qu'en Europe, on est assez confiant sur le fait que le bazooka allemand, dont j'ai parlé, cette relance budgétaire allemande, devrait enfin favoriser une légère accélération de la croissance en zone euro. Sur les obligations, sur les taux, on a des positions de duration légèrement longues aux États-Unis, donc un biais à la baisse des rendements, mais c'est vrai qu'avec un 10 ans qui s'approche de 4%, le potentiel est maintenant plus limité. Alors qu'en Europe, on est plutôt neutre, voire des rendements un peu plus hauts. Donc on a des positions de duration plutôt un peu plus basses, un peu plus prudentes. Une chose dont on a peu parlé, ce sont les marchés émergents qui performent très bien cette année. On a eu une belle remontada de la Chine, notamment cet été. Très belle remontée du marché action chinois, malgré une économie qui n'est pas flamboyante. Mais les marchés émergents bénéficient de la baisse du dollar qui pourrait se poursuivre. Vous avez parlé des succès rencontrés par le président Trump, c'est absolument certain, notamment au niveau commercial. Si on regarde les accords asymétriques qui ont été signés avec l'Europe, avec le Japon, avec la Corée du Sud. Mais cette approche, semble-t-il, est en train d'accélérer la recomposition de l'ordre mondial. On l'a vu cette semaine à Shanghai avec le sommet qui a réuni notamment la Chine, la Russie, l'Inde. Et ça, c'est pas forcément très bon pour le dollar américain. Et on sait que la baisse du dollar a tendance à être très favorable pour les marchés émergents. Donc on reste assez optimiste. Les marchés émergents, alors porte plutôt aussi bien sur les poches actions que sur les poches fixed income. D'accord, très bien. Donc le crédit également. Voilà, on peut s'intéresser effectivement à ce qui se passe du côté des émergents qui, après une traversée du désert, commencent à être intéressants à nouveau. Merci messieurs, dames. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces marchés avec vos visions toujours passionnantes. Voilà, ces éclairages très souvent différents. Vincent Chéniaud, merci en tout cas. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche chez General Investments. Nathalie Benatia, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Voilà, on sait que on remplacerait avantageusement Christine Lagarde, donc bientôt. Et Xavier Debiol,
Buren, directeur des investissements chez OTA Capital. Merci Xavier. Merci Fabrice. Dans un instant, Smart Bourse continue et dans ce dernier quart d'heure, on va s'intéresser au cas Getlink. Voilà, on file vers le tunnel sous la Manche, comme un certain Vincent Chéniaud. Je crois qu'il y a un Eurostar à prendre. Allez, on vous laisse tout de suite. Le dernier quart d'heure, à tout de suite.